Dans l'épisode précédent qui parle de crise du logement, on vous avait promis un live Twitch pour parler des solutions justement à cette crise. Mais des problèmes de logement et un déménagement ont affecté notre plan. Reste qu'il faut quand même bien évoquer quelques solutions, et c'est tout le but de cet épisode. Alors on va commencer par écouter quelques secondes de la réponse du gouvernement par la voix d'Elisabeth Borne. Après ça, on reviendra sur un point que l'on a coupé au montage dans l'épisode précédent, et puis on va discuter avec Manuel Domergue de la Fondation l'Abbé Pierre, qui va justement nous aider à faire un tour des différentes solutions à cette crise du logement. Et puis à la fin, on reviendra sur la partie sur le squat qui a beaucoup fait réagir. Mais d'abord, voici rapidement la réponse du gouvernement à la crise du logement. Mesdames et messieurs, pour construire là où c'est nécessaire, il faut bien sûr aussi des investisseurs. J'ajoute que de même que les acteurs doivent faire face aux contraintes économiques du marché, l'État a une exigence d'efficacité dans la dépense publique. La question n'est pas de savoir si telle ou telle mesure est qualifiée d'ambitieuse ou de technique, le seul critère, c'est l'efficacité. Quand un gouvernement parle d'efficacité, c'est qu'il y a une réduction d'un budget avec la promesse que les services seront égaux, voire même meilleurs. Ce qu'il manque dans cette séquence, c'est l'explication de comment cette efficacité va être mise en place. S'il est plutôt simple de voir la partie réduction de budget, la partie amélioration des objectifs, elle n'est vraiment pas évidente. Forcément, ce n'est pas ce que les acteurs du secteur veulent entendre, surtout que, comme nous le disions dans l'épisode précédent, ce même gouvernement a mis en place un Conseil national de la refondation qui réfléchit avec lui depuis 1 an à comment agir sur ce sujet. On espérait que ce CNR Logement, ce Conseil national de la refondation logement, qui avait été appelé de ses voeux par le président lui-même, on lui avait mis un peu la pression pour qu'il le fasse, mais après 1 an de concertation quasiment, le président, le gouvernement ait pris conscience de l'urgence à agir pour redresser la production de logements, et notamment de logements sociaux, parce qu'on est dans un moment avec la montée des taux d'intérêt, avec l'inflation, qui fait que le secteur est en berne fortement, avec des conséquences sur les logements disponibles, sur l'emploi, etc., etc. Et à notre grande déception, le résultat du CNR Logement, c'est des coupes budgétaires supplémentaires, avec la suppression du Pinel, qui avait des défauts, mais qui avait le mérite de créer des logements locatifs sous forme de résidence principale et faire des logements supplémentaires. Donc ça, c'est supprimé sans être remplacé pour l'instant par rien du tout. Et puis baisser le prêt à taux zéro pour les ménages accédant à la propriété et rien du tout pour le logement social. Alors que la montée des taux va beaucoup affecter les bailleurs sociaux. Donc là, c'est vraiment une déception dans l'impression de notre gouvernement qui est assez aveugle et indifférent à l'égard des mal logés. Nous, on a fait un bilan du premier quinquennat Macron qui était quand même très critique, parce que le logement n'a jamais été sa priorité. Le logement était plutôt un vecteur d'économie budgétaire. Notamment, ça a été les coupes dans les APL, donc c'est les allocations qui permettent aux ménages modestes de se payer leur loyer, et ça a été des coupes dans les HLM. 4 milliards d'euros en moins chaque année à cause de ces coupes-là. Donc là, on est vraiment dans une politique massive. Ça aboutit à quoi ? À rendre le logement plus inaccessible et à faire baisser fortement la production de logements sociaux. Donc ça, c'est très négatif, c'est très inquiétant. Je ne dis pas que rien n'a été fait par ailleurs sur la rénovation énergétique ou sur le logement d'abord, mais sur ces gros morceaux-là, qui sont quand même les 2 grands pans de la politique sociale du logement, les APL et les HLM, on a un gouvernement qui attaque ces 2 secteurs. Il a même augmenté la TVA sur le logement social. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. S'il y a bien un secteur qui a besoin d'une TVA basse, c'est le logement social. Mais cet épisode est dédié aux solutions, alors parlons-en. Parce que malgré un manque de volonté générale, les besoins de plus en plus forts et évidents d'une partie de la population font qu'il se passe des choses, au moins à la marge. Un point qu'avait déjà évoqué Pierre Madac, mais que nous avions honteusement coupé au montage. Que l'explosion des prix immobiliers qu'on observe depuis 25 ans, en réalité, ce n'est pas une augmentation des prix immobiliers, c'est une augmentation des prix du foncier. C'est une augmentation des prix, certes, les prix de la construction ont un peu augmenté avec les normes et tout ça, mais ce qui s'est valorisé, c'est la localisation des logements. Ce qui augmente le prix, comme le rappelle Pierre Madac, c'est vraiment le prix des terrains. Et c'est tout l'intérêt de l'Office foncier solidaire. Alors OFS, c'est les offices fonciers solidaires. Vous avez une collectivité, en gros la puissance publique, achète un terrain, ou alors un immeuble, ou une maison, ou ce que vous voulez, garde le foncier et ne revend que ce qu'on appelle le bâti. Le principe de l'OFS, il est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez quand même accéder à la propriété, même quand vous êtes un ménage modeste. C'est beaucoup moins cher, c'est 30 à 50% moins cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'achetez que le bâti. Le foncier, le terrain, il reste la propriété de cette OFS qui est généralement gérée par des collectivités locales ou par des bailleurs sociaux. Vous devenez propriétaire, donc vous vivez comme un propriétaire, vous n'êtes pas chez quelqu'un,
payez pas de loyer chaque année à un propriétaire, vous pouvez faire des travaux chez vous et de pas être expulsé par son propriétaire dans 6 mois ou dans 2 ans quand il en aura marre de vous. Et en revanche, peut-être que dans 20 ans, vous aurez envie de déménager, vous vendez au prix auquel vous avez acheté, plus le montant des travaux, de l'amélioration du logement que vous avez fait. En revanche, le foncier, comme il ne vous appartient pas, il reste la propriété de cette OFS. Et donc, vous ne faites pas de plus-value foncière. Et ça, c'est intéressant parce que dans 20 ans, cette OFS pourra à nouveau vendre le bâti, le logement, à un nouveau ménage au prix auquel vous l'avez payé 20 ans auparavant. Alors que si vous aviez eu un prêt à taux zéro, etc., l'immobilier, il aurait augmenté fortement. Là où il y a une limite importante, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on fait quelques milliers maximum de logements qui sortent dans des OFS, et que donc avant d'avoir réussi à socialiser tout le foncier du territoire français, on en a pour quelques siècles ou quelques millénaires. Donc forcément, même si les OFS se développent aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire baisser les prix massivement pour les gens qui ne bénéficient pas de ces OFS. C'est pensé pour prendre beaucoup de place ou c'est pensé comme être juste un programme un petit peu secondaire? Alors là, justement, on entre dans un débat politique important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très consensuel. Tout le monde, gauche, droite, centre, écolo, veut faire des OFS parce que ça répond à beaucoup de problèmes différents. Par contre, on n'a pas tous la même idée à long terme sur est-ce que l'OFS a vocation à absorber quasiment tout le marché foncier. Aujourd'hui, on en est tellement loin, de toute façon, que la question ne se pose pas. Mais dans le cadre du CNR, il y a un groupe, sur les 3 groupes, qui a proposé que tous les ans, on rachète 5% des transactions immobilières en France pour les transformer en OFS. Et donc, si on avait fait ça, ça aurait été vraiment faire gonfler les OFS de manière très importante au fur et à mesure, et donc avoir dans 10 ans, dans 20 ans, toute une partie relativement conséquente du parc de logements français qui serait sous forme d'OFS. Ça change la structure économique un petit peu. Ça changerait fortement la structure. Il y a des pays comme la Suisse, par exemple, ou certains États aux États-Unis, où alors les community land trusts, comme ils les appellent, ont pris une place beaucoup plus importante depuis plus longtemps, et donc il y a une partie plus importante du foncier qui est socialisée. À Singapour aussi, un petit État, le foncier est en grande partie socialisé. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes. Parce que justement, j'allais poser la question, à Singapour, ce qui se passe là, avec 90%, je crois, des logements pratiquement sont possédés par un organisme d'État. Les Singapouriens sont en grande majorité propriétaires des murs, mais pas du foncier sur lequel ils vivent. Donc c'est le même système. Oui, c'est le système qui a été popularisé aux États-Unis de Community Land Trust, où il y a le foncier qui est la propriété d'une communauté. Et donc en fait, on replace le logement comme un bien avec une valeur d'usage. On est là pour se loger, et même être propriétaire, très bien, c'est une manière de se loger, pas pour faire une culbute incroyable dans 20 ans. Mais ça montre bien, en tout cas, qu'il y a un intérêt de la part de beaucoup de Français pour se loger en étant propriétaire sans forcément avoir l'intérêt spéculatif derrière. Absolument. Et de toute façon, il y a beaucoup de Français dans les villes tendues qui, même s'ils avaient un intérêt pour faire une culbute plus tard, de toute façon n'ont pas les moyens d'acheter à Paris, Lyon, Marseille, à Nantes, à Rennes, au prix du marché. Et donc, peut-être qu'ils aimeraient faire une culbute, mais ils n'ont pas les moyens, et donc ils sont déjà bien contents d'avoir accès à un OFS et d'être propriétaire, et pas simplement locataire, quitte à faire une croix sur une plus-value future. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus pour la possibilité de logement pour les classes moyennes, on va dire. Est-ce qu'on peut parler justement, qu'est-ce qui pourrait aider le système locatif aujourd'hui? Oui, parce que quand on parle des mal logés, il y a 4 millions de mal logés en France, accéder à la propriété, accéder à un OFS, c'est pas pour tout de suite. Ils ont déjà besoin d'avoir un toit sur la tête d'une qualité à peu près correcte. Donc pour eux, c'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est d'accéder à la location. Et pour la location, il y a 2 grands modèles, c'est la location privée ou la location sociale. Pour la location privée, on a dans les zones tendues des loyers qui sont assez élevés, évidemment. Et donc on est très loin, quand on est au SMIC, au RSA, à la location adulte handicapé, on est très loin de pouvoir se payer un loyer à Paris, Lyon, Marseille. Donc pour ça, nous, on est partisans de l'encadrement des loyers, qui a été très décrié. Ça fait partie des grands débats dans le monde du logement. Il y a les pour, les contre depuis plusieurs décennies. Nous, on pense que c'est utile parce que dans les zones tendues, le marché ne peut pas répondre à la demande. À Paris, par exemple, il y a une demande très importante de logements locatifs et on ne va pas construire 100 000 logements dans les années qui viennent à Paris. Paris est déjà construite, on ne va pas en rajouter éternellement. Et donc, il y a structurellement un rapport de force qui est favorable aux propriétaires par rapport aux locataires. Il faut que l'État intervienne pour remettre un petit peu de raison à l'intérieur de ce marché qui est devenu un peu fou et de dire on va limiter les loyers dans un quartier pour un tel type de logement, le niveau moyen des loyers en cours à un moment T, et on dit vous avez le droit d'aller
à 20% au-dessus, mais pas au-delà de ces 20%. Ce qui est déjà pas un modèle hyper restrictif, hein. On n'est pas dans une ambition de faire baisser les loyers fortement, mais de limiter la hausse. Et ça produit des effets qui sont plutôt intéressants pour l'instant, c'est-à-dire que dans les villes où il y a l'encadrement, les loyers n'augmentent plus, et c'est en partie grâce à ce modèle-là. Donc on peut s'attendre à ce que l'encadrement des loyers se répande assez largement en France, dans les zones tendues, et surtout qu'il gagne en efficacité. Parce que la prochaine évolution, c'est de rendre l'encadrement des loyers plus contraignant. Nous, on pense qu'on pourrait faire plus. C'est-à-dire qu'on pourrait, au lieu de dire vous avez le droit de dépasser de 20%, de dire de 10% ou même de 0%. Dans les villes où vraiment on est allé trop loin dans la hausse des loyers, on pourrait avoir une action plus volontariste. Puis après, il y a aussi l'objectif de faire respecter cet encadrement, parce que ce sont des règles, mais on sait bien, nous on mesure le respect de l'encadrement chaque année dans les villes qui l'ont mis en place. Il y a à peu près 30% des petites annonces qui ne respectent pas cet encadrement qui est pourtant déjà assez souple. Donc il faut que l'État ou les collectivités interviennent davantage pour forcer les bailleurs à respecter la loi. Quelques discussions aussi avec des gens qui bossent dans des ministères et des choses comme ça qui m'ont appelé pour me dire bah oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien au niveau judiciaire, il n'y a pas d'amende, et on en a parlé dans notre épisode, il n'y a pas d'amende, il n'y a aucune conséquence à dépasser les encadrements de loyer. Donc, en fait, aujourd'hui, le respect de l'encadrement des loyers, il repose quasiment entièrement sur les locataires. Il faut que le locataire, une fois qu'il est en place, attaque son bailleur devant une commission de conciliation, puis devant le juge, si besoin. Et ça, on sait que c'est très rare, parce que les locataires, ils ont peur de leur bailleur, parce qu'on dépend du bailleur pour vivre, pour avoir un logement, parce que les locataires, ils sont mal informés, c'est normal, hein, la plupart des locataires, c'est plutôt des jeunes, plutôt des ménages modestes ou précaires, et les locataires, ils sont mobiles, ils sont dans un logement pour 1 an, pour 2 ans, peut-être pour 3 ans, et après ils vont s'en aller. Donc s'embarrasser d'une procédure en justice pour faire baisser de 20 € son loyer, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette ambition-là. Là où il y a un souci, c'est que l'État, manifestement, qui était chargé de l'application de l'encadrement des loyers, n'a strictement rien fait pour le faire connaître et le faire appliquer. La preuve, c'est que, comme vous le disiez, il n'y a que quelques cas d'amendes administratives qui sont données par les préfets contre des bailleurs qui ne respectent pas l'encadrement. Et ça, on voit que depuis que la mairie de Paris a obtenu le droit de faire appliquer l'encadrement, il y a beaucoup plus de signalements auprès de la mairie pour faire appliquer cet encadrement. Ça prouve bien qu'il y avait un manque de volonté de l'État. Et si je dis ça, c'est vraiment, je suis sûr de moi, c'est parce que nous, on est vraiment parmi les associations qui faisons la promotion de l'encadrement des loyers depuis toujours. On collabore avec l'État sur toutes les politiques liées au logement. On n'a jamais été invité à la moindre réunion de concertation simplement avec les associations spécialisées, les élus locaux, les représentants de locataires pour voir comment on pourrait faire appliquer cet encadrement depuis 4 ans à Paris. Donc c'est bien que l'État, pour lui, c'était une loi quasiment facultative. Et ça renforce encore l'impression qu'on a que les locataires sont un peu des citoyens de seconde zone, alors que les propriétaires, il faut les choyer, il faut les conforter pour pas qu'ils aillent investir ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces mesures et une critique qui revient souvent, c'est que c'est quelque chose qui n'augmente pas l'offre de logements en location. Parce que ça désincite les propriétaires à louer et donc que ça ne répond pas vraiment au problème du marché de la location. L'encadrement des loyers ne crée pas de nouveaux logements. C'est une réponse à ce marché qui est dérégulé, à ce marché qui est inéquitable entre locataires et propriétaires. Tout comme le SMIC ne crée pas des emplois. Voilà, c'est juste, il vise à s'assurer que entre un salarié en position de faiblesse et un employeur en position de force, on ne va pas payer les gens une misère et il faut qu'ils puissent vivre correctement. C'est pareil pour le logement. Il faut un minimum de décence dans les loyers et dans la qualité des logements. En fait, on peut voir l'encadrement des loyers pour ce que c'est, une mesure d'urgence qui vise à protéger les locataires et les foyers modestes. Une autre solution, c'est de revenir à ce qui fait le succès de la politique du logement français dans les années 80. La construction de logements sociaux en grand nombre, et si possible, d'apprendre des erreurs de cette période pour le faire mieux, notamment en incitant à plus de mixité sociale. Et aujourd'hui, la meilleure solution pour aider des personnes en grande difficulté pour accéder à un vrai logement, c'est le logement social. C'est pas une mesure nouvelle, innovante, extraordinaire, même si les bailleurs sociaux, par ailleurs, innovent tous les jours, hein, mais c'est quelque chose qui existe en France depuis 100 ans. C'est un modèle que le monde nous envie, et il faut le dire, hein, nous on fait un rapport chaque année sur le mal logement en Europe. Il y a peu de pays comme le nôtre qui disposent de la Caisse des dépôts, d'un patrimoine de 5 millions de logements sociaux, qui nous permet quand même d'avoir des réponses aux personnes les plus défavorisées en termes de logement. Il n'y en a pas assez, mais chaque année on attribue plus de 400 000 logements sociaux. Il y a quasiment 1 million de personnes qui chaque année se voient attribuer un logement social. Ça veut dire un logement de meilleure qualité,
en moyenne que les logements locatifs privés. Ça aussi, c'est pas l'image qu'on a habituellement, mais notamment d'un point de vue énergétique. Il y a beaucoup moins de passoires dans le parc social. Ce sont des logements qui ont des loyers qui sont modérés. Et puis, c'est un secteur qui est certes aidé par la puissance publique, mais c'est un secteur à but non lucratif. Et donc, quand l'État va verser des subventions, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a pour les bailleurs sociaux, quand il va faire une TVA plus basse que dans le secteur privé, etc., on sait que ça ne va pas se retrouver en stock option, en dividendes, en salaire aberrant des dirigeants, et ça ne va pas alimenter la spéculation foncière. Parce que ça fait partie, c'est une sorte de patrimoine commun de la nation, le parc HLM, et donc ces 5 millions de logements sociaux, ils aident des ménages à un moment donné, puis après ces ménages, ils s'en vont, soit parce qu'ils accèdent à la propriété, soit parce qu'ils les cèdent parfois, et ça va... Ce flux nouveau de logements sociaux d'attribution va aider des personnes qui sont à la rue, qui sont victimes de violences conjugales, qui sont en surpeuplement accentué. Et si on n'avait pas ça, je ne sais pas aujourd'hui quelle serait la situation des mal logés en France, mais elle serait sans doute bien pire. Et sur les logements sociaux, justement, est-ce que, parce que à quel point beaucoup de logements sont à demi vides, c'est-à-dire que on ne parle pas de vacances, mais de sous-peuplement accentué. Oui, alors vraiment, la question de sous-peuplement est une vraie question. Quantitativement, c'est vraiment majeur. Il y a toute une partie du parc de logements en France qui est sévèrement sous-peuplée. Donc on peut dire que c'est bien pour les personnes qui les occupent parce que elles sont 1-2 personnes dans un T5, un T6. C'est pas toujours bien parce que c'est aussi plus cher à entretenir, à chauffer, à payer un grand logement. En tout cas, c'est pas acceptable quand il y a autant de personnes qui sont en surpeuplement accentué. Je rappelle quand même qu'il y a 1 million de personnes, dont 300 000 enfants, à qui il manque 2 pièces pour vivre normalement. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a 3 enfants dans une même chambre et les parents sur le canapé du salon. C'est ça le surpeuplement accentué pour 1 million de personnes. Donc c'est vraiment des conditions de vie affreuses. Et si en parallèle, dans le même quartier, dans le même immeuble parfois, il y a des personnes qui sont seules dans un T4 ou un T5, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, c'est compliqué parce que les gens ne sont pas des pions et on peut faire une allocation des mètres carrés optimale comme on ferait sur un fichier Excel. Donc il faut accompagner, ce que vous disiez, les personnes dans un parcours résidentiel pour qu'elles aient un logement qui soit mieux adapté à leur typologie. Alors ça, dans le parc social, c'est plus facile de le faire parce que c'est un parc qui est attribué administrativement, et donc il y a des règles aujourd'hui contre la sous-occupation. Si vous êtes en sous-peuplement accentué pendant des années et que vous refusez l'attribution d'un logement social plus petit, à un moment, vous perdez votre droit au maintien dans les lieux. Ça arrive assez rarement, à vrai dire, mais théoriquement, ça doit pouvoir se faire, et c'est une politique que nous soutenons, parce qu'il y a des besoins qui sont importants. Après, pour que ça marche, il faut des vraies propositions pour les personnes qui sont seules ou à deux dans des grands logements, et il faut prendre le temps et le faire au bon moment. Pourquoi je dis au bon moment ? Parce que ça suit les cycles de vie. En gros, il y a beaucoup de gens qui accèdent dans le logement social quand ils ont des enfants, et quand ils ont 60 ans, les enfants quittent le domicile familial, et les parents, à la fois, passent à la retraite et se retrouvent seuls ou à deux dans un grand logement. Il ne faut pas attendre que les parents aient 80 ans ou 90 ans pour leur proposer de changer, parce que dans ces conditions, c'est difficile. Et d'ailleurs, la loi les protège, et ça se comprend. En revanche, quand vous avez 60 ans, ou 62 ans et que vos enfants sont déjà partis, qu'on sait qu'ils ne vont pas revenir, avant de passer à la retraite où vous aurez une chute de revenus et que vous êtes encore en bonne santé physique, et que vous pouvez vous projeter ailleurs pour votre retraite, proposer des logements un peu plus petits, mais pas non plus évidemment un studio. Quand on est en couple de 70 ans, on ne va pas vivre dans un studio, sinon les gens refusent, mais un 2 pièces, un 3 pièces, avec un loyer qui soit moindre, et qu'on prend en charge votre déménagement, qu'on vous accompagne, qu'on vous donne du choix, évidemment, parce qu'on demande quand même quelque part un petit sacrifice à des gens qui avaient un grand logement pour qu'ils aillent dans un plus petit. Là, ça peut marcher. Est-ce que, justement, parce que ça, on en a parlé pas mal, on a fait un épisode sur le vieillissement en France, et justement sur cette problématique-là de logement. Est-ce que ça, on a des solutions concrètes ? Non, effectivement, c'est une politique qui est pas suffisamment pensée, qui est pas suffisamment poussée. Aujourd'hui, la politique du grand âge dans le logement, qui est assez massivement poussée, c'est l'adaptation des logements. Ça, il y a des aides, et c'est très bien d'installer une douche italienne, des choses comme ça, une rampe, très bien. Ou les EHPAD. En gros, c'est ça. C'est l'alternative, c'est EHPAD où on adapte son logement. Alors que la solution de la mobilité, pas pour tout le monde, il faut évidemment s'adapter aux besoins et aux situations des personnes, mais la situation de la mobilité serait vraiment intéressante. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on voit pas de plan à la hauteur, mais ce serait nécessaire, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont peur de vieillir seules,
seuls ou en couple, mais isolés, et qui auraient envie de se rapprocher des centres-villes et de se rapprocher d'autres personnes sans pour autant tomber dans un EHPAD. Il y a des EHPAD très bien, mais c'est vrai que les EHPAD n'ont pas toujours bonne presse, à juste titre, hein, parce qu'on perd son indépendance, on est hébergé. Et en fait, il y a plein de gens, il y a des millions de gens qui ont besoin de mutualiser des services sans pour autant être dans des services médicalisés. Ce qui paraît doublement intéressant sur la construction de logements sociaux, c'est que nous avons l'opportunité de construire les bons logements. Ceux qui vont nous aider à résoudre un peu le problème de sous-occupation de logements. Mais le truc difficile, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'ont aucune incitation à accompagner ce parcours de vie et surtout à bien le faire. Et pour revenir sur les nombreux commentaires qui parlaient de loyers impayés et de squat, je vais laisser Manuel Domergue expliquer pourquoi est-ce que criminaliser les locataires peut avoir un coût social vraiment important. Un des gros points sur le logement récemment, c'était sur des lois anti-squat, dites anti-squat. Quelle serait une alternative à ça? Alors, effectivement, cette loi, elle est extrêmement négative, donc, parce elle vise à accélérer et augmenter le nombre d'expulsions locatives des ménages en impayés, et ça vient en fait contrecarrer tous les efforts qui sont faits par l'État, hein, il y a des plans de prévention des expulsions locatives depuis 15 ans, par les collectivités et par des associations comme nous. Et ces efforts, ils sont difficiles, mais en fait, ils payent, ils sont utiles, hein. Aujourd'hui, en France, il y a 500 000 commandements de payer chaque année. Ça veut dire votre bailleur, officiellement, après 1 mois ou 2 d'impayé, vous envoie un commandement de payer. Et pour autant, il n'y a que, entre guillemets, 17 000 expulsions avec le concours de la force publique. Ça veut dire que la plupart des situations d'impayés ont été résolues. La plupart du temps positivement, le paiement a été repris. Il faut mettre de l'humain dans cette relation bailleur-locataire qui est une relation brutale, qui est une relation souvent entre deux amateurs aussi, hein. Le locataire c'est un amateur et le propriétaire bailleur en France, très souvent, il a 1, 2, 3 logements, mais c'est pas des agences immobilières, c'est pas des investisseurs institutionnels, c'est personne âgée qui connaît pas les règles vraiment souvent de la location ou qui n'a pas forcément parfois envie de les respecter, ça dépend, il y a de tout, hein. Et donc avoir quelqu'un qui vient s'interposer entre les deux et vient chercher un arrangement à l'amiable qui peut soit être la reprise du paiement du loyer, soit aussi, au bout d'un certain temps, changer de logement. Si le logement il est devenu trop cher pour le ménage, ça marche aussi. En bout de chaîne, quand là, il y a eu le juge a prononcé l'expulsion, il peut aussi y avoir une intervention de l'État pour indemniser le propriétaire bailleur. Plutôt que d'expulser le locataire, on indemnise pendant 3 mois, 6 mois le propriétaire, le temps de trouver une solution de rechange pour le locataire, un relogement dans le parc privé ou dans le parc social. Et encore une fois, on revient sur la nécessité absolue d'avoir un parc social important parce que parfois, quand il n'y a plus de solution possible dans le parc privé, quand vous avez une dette de 10 000, 15 000 euros et que vous êtes au RSA, vous avez des petits boulots pour un loyer de 800 euros, vous n'allez pas vous en sortir. Donc dans ce cas-là, il faut sortir du logement et la meilleure solution, en attendant peut-être meilleure fortune, c'est d'avoir accès au logement social. Sauf qu'aujourd'hui, on a 2,4 millions de ménages en attente de logement social et donc les menacés d'expulsion sont en concurrence avec les femmes victimes de violences, qui sont en concurrence avec les sans-domicile, qui sont en concurrence avec les surpeuplés accentués. Et donc, on a une telle pénurie qu'on n'arrive pas à répondre à tous les besoins. On n'a pas parlé de l'hébergement d'urgence? Oui, tout à fait. L'hébergement, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes hébergé par quelqu'un, en général par une association, par l'État. Ça peut être dans des centres d'hébergement d'urgence, des centres, donc c'est très précaire. Ça peut être des centres d'hébergement et de réinsertion, les CHRS, où c'est moins précaire, il y a plus d'accompagnement de qualité, mais vous n'êtes pas chez vous. Ça peut être dans des hôtels, et les hôtels, c'est quand même vraiment pas terrible. Parfois, vous êtes vraiment en surpeuplement, parfois c'est de mauvaise qualité. Vous y êtes pour quelques nuits. Et après, vous ne savez pas si l'État va continuer à payer l'hôtel pendant plusieurs nuits ou si on va vous demander de quitter l'hôtel, de vous débrouiller, de revenir à la rue. Donc ça, c'est des très mauvaises conditions d'habitat et ça ne permet pas de sortir de l'exclusion. Et il y a beaucoup de personnes sans domicile aussi qui ont des troubles personnels, hein. Ils se sont fâchés avec leur famille, ils ne voient plus leurs enfants, parfois ils ont des addictions, parfois ils ont des troubles psychiatriques, parfois ils ont des problèmes de papier. Et on n'arrive pas à résoudre ces problèmes quand on est en hébergement à l'hôtel pendant une semaine. C'est pas possible, parce qu'on a besoin de stabilité pour reprendre une formation, reprendre un boulot, revoir ses enfants, etc., etc. Et pour ça, on a besoin d'un vrai logement. Et donc, l'argent qu'on met sur l'hébergement d'urgence, il faudrait réussir petit à petit à l'investir davantage sur l'accès au logement, au vrai logement, parce que là, on peut se poser, on est chez soi en termes de dignité aussi, on n'obéit pas à un règlement intérieur, on peut inviter des gens chez soi, on peut héberger des amis, on peut avoir des animaux de compagnie, qui est parfois refusé en centre d'hébergement, et ça explique pourquoi parfois les centres d'hébergement, alors il n'y en a pas assez, mais quand il y en a, parfois ils sont refusés
par les sans-abri eux-mêmes. Et parfois on comprend pas, on se dit mais pourquoi alors ils refusent des solutions, la personne à la rue. Mais parce que en fait les gens n'ont pas vocation, n'aspirent pas à être hébergés, à être trimballés comme des fétus de paille d'un hébergement à l'autre. Ils ont envie d'être chez eux. Aujourd'hui on a plus de 300 000 places d'hébergement chaque nuit en France. Il faudrait les transformer autant que possible en de vrais logements, ça coûterait moins cher et ce serait plus digne pour les personnes. J'espère que cet épisode aura permis de répondre à certaines de vos questions. C'était Stupid Economics. Sur ce,